Pour cette seconde moitié de l'exposé sur l'utilisation d'outils externes à GNU Radio et en particulier dans l'application de radars distribués ou de radars par radiologiciel, je voudrais continuer avec le fait que GNU Radio, enfin les développeurs de GNU Radio, ont prévu toute une infrastructure pour inclure du code Python dans les chaînes GNU Radio. Alors avant de poursuivre, je rebondis sur les questions qui m'ont été posées avant la pause. Donc si vous êtes curieux sur 0MQ, vous trouverez bien sûr le site 0mq.org. Et une des raisons pour lesquelles je pense qu'il est relativement intéressant, c'est que vous trouverez la liste des langages sur lesquels 0MQ est supporté. Alors vous voyez qu'en particulier, dans ce qui nous intéresse, il y a Python, il y a C, il y a C++, voilà. Et puis il n'y a pas tout parce qu'il y a aussi MATLAB et Octave. Donc voilà, je pense que ce 0MQ est une infrastructure très intéressante quand on veut échanger des données entre divers utilisateurs et la documentation est relativement claire sur son fonctionnement. Alors, maintenant, comment pouvons-nous essayer de faire interagir du code Python avec GNU Radio? Alors, si on s'y prend un peu maladroitement, on pourrait se dire, de toute façon, étant donné que Python est le langage sous-jacent à toutes les chaînes de traitement GNU Radio, une fois qu'on a généré un code à partir de GNU Radio Companion, il suffirait de dire je vais modifier, ici par exemple, on voit que le code qui est généré est relativement limpide, puisque au début, vous avez la fonction main qui a été générée à partir de GNU Radio Companion, et une fois que vous avez lancé le top block, vous allez afficher la boucle infinie de Qt qui est le gestionnaire d'événements et par ailleurs l'ordonnanceur GNU Radio qui va transmettre les données d'un bloc de traitement au suivant. Et puis lorsque on aura fini l'exécution du bloc, on finit sur la fin de la fonction qui va nous rendre la main. Alors, le problème de cette approche, c'est que la prochaine fois que vous allez régénérer un nouveau flux de traitement par GNU Radio Companion, toutes vos modifications vont être perdues. Alors, je ne vous cache pas qu'au début, c'est ce que je faisais. J'allais modifier directement dans le Python. Et donc, en fait, cette pratique est peu judicieuse puisque à chaque fois que vous allez régénérer un nouveau code, vous allez perdre vos modifications. Alors, ce que les développeurs GNU Radio m'ont expliqué, c'est la bonne façon de faire. Donc, mettons que j'ai une chaîne de traitement telle qu'on nous l'avions à l'instant, avec ces différents exemples, et puis pour ne pas charger le processeur, je vais envoyer ça dans le vide. Donc en fait, je vais envoyer ça dans un puits nul, c'est-à-dire nulle part. Et donc, si j'exécute ce code, il ne se passe absolument rien, puisque je vais générer de la donnée et la sauver dans un flux qui est inexistant. Et donc, je pourrais éventuellement modifier ce code. Si je regarde dans le code qui a été généré, voilà. Ici, à l'exécution, je pourrais par exemple rajouter quelque chose pour exécuter lorsque j'exécute cette chaîne de traitement, je peux l'exécuter par la commande Python 3 qui, dans ce cas-là, va non seulement appeler la chaîne de traitement telle qu'elle a été générée par GNU Radio, donc la chaîne qui ne fait rien, mais qui a en plus exécuté mon bout de code. Mais la bêtise avec cette méthode,
c'est que si maintenant je fais des modifications dans mon bloc de traitement et que je la recompile, eh bien évidemment, lorsque je vais réexécuter ce code, ma modification que j'avais faite vient d'être perdue et je n'ai plus le fruit de mon travail. Donc il faut que je trouve une façon d'inclure du code Python sans perdre à chaque fois ce que je fais. Et lorsque vous tapez Python dans les ensembles de fonctions fournies par GNU Radio, vous allez trouver le bloc de traitement Python. Alors ça, c'est pas exactement ce qu'on veut, parce que ici, vous voyez que dans le bloc de traitement Python, vous allez pouvoir décrire un traitement entre un flux de données entrant et un flux de données sortant, au même titre que ces différents blocs de traitement. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on ne veut pas interagir avec les données, on veut interagir avec la chaîne de traitement elle-même. Et donc ce n'est pas un Python bloc qu'on veut utiliser, ça vous trouverez une multitude de tutoriels sur internet qui expliquent comment utiliser ses propres fonctions de traitement avec le Python bloc. Nous ce qu'on veut c'est utiliser un Python module. Un Python module c'est un bout de code que vous allez inclure dans votre chaîne de traitement GNU Radio. Donc si je prends ce Python module, si je double-clique sur le Python module, il me propose d'ouvrir dans un éditeur de texte. Par défaut, sous Linux, c'est Geany, l'éditeur de texte. Il va m'ouvrir une chaîne de traitement qui va être incluse dans notre chaîne d'analyse. Donc, par exemple, ici, je peux rajouter le texte que je voudrais afficher au lancement. Et si je sauve maintenant cette chaîne de traitement, ce qu'on va voir, donc si par exemple je quitte Geany parce que j'ai fini d'éditer mon texte, si cette fois je compile ce code, donc il a généré le code D3, et si j'exécute ce code ici, il va effectivement exécuter le bout de code que je viens d'insérer. Comment ça se fait ? Parce que si on regarde maintenant, et puis évidemment, en plus de générer mon code, il a exécuté GNU Radio qui est en train de s'exécuter. Alors que s'est-il passé ? En fait, dans le code qui a été généré, dans D3.py, on voit que maintenant, en instanciant le bloc Python module ici, maintenant il importe epimodule qui est le epimodule que j'ai généré ici. Donc le external Python module que j'ai généré ici. Et ce que je vais voir, c'est que ici, il m'a sauvé les différents modules qui sont ici, et si je prends le dernier en date, qui est donc celui-là, il m'a sauvé dans mon code source les fonctions que je viens d'éditer avec mon éditeur de texte. Alors faites attention, GNU Radio Companion veut absolument que vous éditiez son code source depuis son propre éditeur et pas que vous éditiez le fichier à la main en dehors de l'éditeur, sinon vous allez perdre les modifications que vous faites. Donc du coup, si je retourne dans mon epimodule ici et que je l'ouvre dans son éditeur tel qu'il me l'impose, je vois bien que j'ai cohérence dans le code que je retrouve exécuté au lancement et le code que je vais inclure dans mon Python. Et donc, je vais pouvoir maintenant avoir une multitude de codes qui vont être appelés depuis le Python module comme étant le code source que j'inclus lorsque je importe le epimodule dans mon code source. Et l'avantage de cette approche, c'est que vous ne le perdrez pas à chaque fois que vous réexécutez la synthèse de code avec cette méthode. Donc, la première chose à retenir, c'est que lorsqu'on veut inclure ses propres bibliothèques Python, on ne va pas le faire dans le Python qui a été généré à partir de GNU Radio Companion, mais on va bien prendre soin d'instancier le external Python module, le epimodule, et de cette façon, ce epimodule va être importé au lancement et automatiquement le code qui est dedans va s'exécuter. Soit. Le problème, c'est que quand vous faites du code, généralement, vous n'avez pas envie de mettre tout en code exécutable au chargement de la bibliothèque. C'est-à-dire que si je définis une fonction
comme étant ma fonction qui est ici. Lorsque j'instancie cette fonction, eh bien, cette fois-ci, si j'exécute le code résultant, ce qu'on va voir, c'est que j'ai beau avoir inclus mon Python module, cette fois-ci, lorsque je lance la fonction, il importe le Python module, mais j'ai déplacé ma fonction comme étant quelque chose qui n'est pas appelé par défaut, et mon affichage de message a disparu parce que je ne fais plus appel à la fonction que j'ai inclus dans mon external Python module. Donc, il me faut une façon de faire appel à ces différentes fonctions que je vais produire dans ce code Python externe à la chaîne de traitement GNU Radio. Et donc, pour ce faire, j'ai une deuxième fonctionnalité en plus de external Python module, du Python module, c'est de bénéficier de la fonction le Python snippet. Alors, le Python snippet, c'est une deuxième fonction très intéressante. Alors, faites attention, cette fonction Python snippet n'a été rajoutée que depuis GNU Radio 3.8.2. Donc, si vous travaillez même avec un GNU Radio 3.8 inférieur à 2, et en particulier, il y a certaines distributions qui ont encore un GNU Radio 3.8.0, ce Python snippet n'existe pas dans 3.8.0. Alors, le Python snippet, qu'est-ce qu'il fait? Il vous permet d'exécuter du code dans un bout d'exécution de GNU Radio. Donc on vous dit, je peux exécuter après l'initialisation, après le début ou à la fin de l'exécution. Et donc, vous allez pouvoir faire appel à ce que vous avez mis dans le EPI module 0 ici. Donc je vais le garder comme pense-bête. Et la fonction que j'ai nommée, qui s'appelle donc la JMF fonction, voilà, je garde ça en pense-bête, eh bien, je vais les appeler depuis le Python snippet. Donc ici, dans mon Python snippet, je vais pouvoir faire appel à EPI module 0, puisque j'ai importé EPI module 0, point la fonction que je viens d'appeler, puisque j'ai importé la classe, donc je peux maintenant faire appel aux membres de la classe, et je vais faire appel à ma fonction qui est incluse dans le EPI module 0. Et si maintenant je synthétise le code à partir de ça, donc j'ai régénéré le code et que je l'exécute, cette fois-ci, la classe va être importée et le Python snippet va être exécuté, effectuant ce que je demande dans ma première fonction. Alors, comment on le voit dans le code qui a été généré? Si cette fois-ci, je regarde le code qui a été généré, j'ai toujours mon import EPI module 0 qui va être instancié sous l'objet EPI module 0. Et ce que je vois maintenant, c'est que dans la méthode ici, au démarrage du code, eh bien, GNU Radio, grâce à l'inclusion de ce Python snippet after init, après l'initialisation, je vois ici qu'il a rajouté un bout de code qui dit « Je veux que tu appelles une fonction après l'initialisation ». Et si vous regardez ce qu'il y a dans cette fonction qui est appelée, eh bien là, je vais trouver les fonctions. Donc cette fonction ici appelle celle-là, et cet appel fait ce que j'ai tapé ici, c'est-à-dire j'ai tapé ici EPI module JMF fonction, et puis je pourrais rajouter par exemple que je vais afficher ici que je suis dans la fonction de démarrage, et en faisant ça, je vais rajouter par exemple l'ajout d'une fonction qui est compilée dans D3, et si cette fois-ci je regarde, il a modifié via detect qu'il a modifié. Vous voyez que j'ai rajouté au démarrage, donc il inclut simplement tout ce que je tape là-dedans dans le démarrage, dans la fonction snippet. Et cette fois-ci, si j'exécute mon programme, j'ai à la fois l'affichage du Python snippet et l'affichage de mon module, de mon extra module qui va être chargé. Donc vous voyez que maintenant on a énormément de degrés de liberté parce qu'on va pouvoir inclure de façon pérenne dans notre code à la fois des bibliothèques, donc on peut insérer des pans entiers de Python
qu'on aurait déjà écrit par ailleurs dans la rédaction d'un certain nombre de bibliothèques Python dont on désirait faire appel dans GNU Radio Companion, et donc dans le chaîne de traitement GNU Radio par ailleurs. Et on peut instancier les éléments de cette bibliothèque au démarrage grâce au Python Snippet. Alors ça, du coup, c'est quelque chose dont je me sers très souvent, parce que ça me permet de rajouter mes propres fonctions. Donc voilà le résumé de ce que je viens de raconter, le Python Snippet, le EpiModule, et donc éventuellement je voudrais maintenant inclure du code qui me permette de corriger des variables dans ma chaîne de traitement. Alors comment je vais faire ça? Eh bien, ce que je propose, c'est de rédiger un petit serveur TCP dans le code Python. Donc, si vous avez un peu l'habitude, un serveur TCP/IP, vous commencez par annoncer que vous allez créer une socket dans laquelle vous instanciez la nature des communications. Donc, si je regarde dans la page de manuel de socket, je vais pouvoir trouver les différentes descriptions, hein, donc les pages de manuel qui sont la façon normale sous Unix de connaître les documentations des fonctions. Et donc je vois que quand je suis en AFINET, ça veut dire que je suis en IPv4, et que quand je vais me mettre en SOCStream, ça veut dire que je vais faire une connexion en mode connecté, c'est-à-dire du TCP. Donc en fait, là j'instancie une socket en TCP/IP, en IPv4, tel que nous le confirme la page de manuel de socket. Donc ici, j'ai instancié ma socket TCP/IP avec une adresse, avec une socket réutilisable. Sinon, quand vous quittez le programme, il va falloir attendre un petit moment pour qu'il libère la ressource. Et on va se connecter au port, ici 5556, alors ici de l'adresse IP locale, donc sur le PC local, pour être à l'écoute d'un client qui se connecte. Donc voilà, ça c'est la séquence classique, que vous soyez en C ou en Python, pour créer un serveur en TCP/IP v4 avec un port 5556 d'écoute et être à l'attente. Donc quand vous faites ça, un client va se connecter. Lorsqu'un client se connecte, vous acceptez sa connexion et vous allez recevoir, alors là j'ai fait quelque chose d'extrêmement simple, hein, je vais recevoir un caractère et en fonction de ce caractère, je vais faire des opérations. Alors, ces opérations, je vais regarder ça dans le petit exemple. Alors celui-là je l'ai préparé parce que comme il est un peu plus long à taper, ça n'a pas beaucoup d'intérêt que je tape devant vous les codes. Donc en fait dans mon EpiModule ici, dans mon external Python module, j'ai tapé mon petit serveur TCP/IP qui ressemble à ça, tel que je viens de le décrire. Et donc en fait, j'ai un serveur TCP/IP dans lequel je fais mon IPv4 avec une socket réutilisable. Cette fois-ci, je l'ai mis sur un port un peu différent de localhost de moi-même. Je me mets en attente de la connexion et j'attends que quelqu'un se connecte à moi. Et puis, lorsque je vais envoyer des caractères, je voudrais changer les paramètres de ma chaîne de traitement. Dans l'exemple qu'on a vu ensemble, je voudrais changer la fréquence de la porteuse. Alors, vous voyez que ici, j'ai créé une variable que j'ai appelée j'ai créé ici une variable que j'ai appelée f, et cette variable f qui est ici, c'est la variable qui est ici, et maintenant vous êtes convaincu que si j'ai créé une variable, j'ai un setter et un getter. Donc si je regarde le code qui a été compilé ici, je peux trouver dans ma synthèse de code, pardon, ça c'est le code source, je l'ai appelé RPI. Donc j'ai la fonction setF et getF qui correspondent au setter et au getter de ma variable f que j'ai créée ici. Et la question c'est, alors comment vais-je faire pour pouvoir accéder à cette variable qui est dans le top block, alors que le Python snippet va être exécuté depuis le top block pour faire appel à ma fonction que j'aurais mise dans mon external Python block.
Alors l'astuce m'a été donnée par Cyril Morin de Supélec à côté de Paris. L'astuce, c'est que de toute façon, le serveur, je ne peux pas l'exécuter comme un programme principal parce que il faut absolument que ça soit un thread. Si vous avez l'habitude de programmer sous un environnement multitâche tel que Linux, un thread, c'est un programme qui est créé par le père, le programme principal, et qui va partager la mémoire avec le père, mais qui est une tâche indépendante, c'est-à-dire qu'il est ordonnancé indépendamment du père. Donc les deux programmes, le père et le fils, qui est le thread qui a été créé, s'exécutent tous les deux en parallèle, partagent la zone mémoire, contrairement au fork où il y a une nouvelle zone mémoire, le thread partage la mémoire avec le programme qu'il a initié. Et ici, Python supporte la notion de multithread, hein, de programme parallèle qui s'exécute. Donc j'import threading et j'ai défini mon serveur. Et pour lancer un thread qui contient le serveur, c'est-à-dire un programme indépendant de la boucle principale de GNU Radio, je vais faire appel à mon Python snippet. Et cette fois-ci, le Python snippet, il va importer la méthode threading et il va créer un nouveau thread. Et lorsqu'il va créer un nouveau thread, on va faire appel à epimodule 0 qui est donc notre epimodule qu'on a, notre epimodule 0 qu'on a instancié ici. Et ce epimodule 0 qu'on a instancié ici contient le serveur TCP/IP dont je viens de parler, qui s'appelle le JMF server, qui prend un argument. Et le point que m'a enseigné Cyril Morin, c'est que ce que je peux faire, c'est de dire comme argument du serveur, je vais passer comme argument moi-même. Alors, moi-même, étant donné que ça se lance depuis le top block, eh bien, ici, je vais faire appel à toutes les fonctions qui sont fournies par le top block. Et donc, grâce à ça, je vais pouvoir faire appel à toutes les fonctions setter et getter qui ont été proposées dans le top block. Donc, à quoi ça ressemble? Eh bien, si je regarde où est le bout de code snippet qui est exécuté. Donc, dans le snippet, j'importe la méthode threading et je fais appel à mon external Python module, la méthode JMF server. Je passe comme argument self et du coup, comme j'ai appelé self, eh bien, ça veut dire que je peux faire appel à la méthode, par exemple, setF, qui est le setter de la variable f. Et dans mon code ici, je dis que si par exemple, alors là j'ai appelé cette variable, je l'ai appelée n'importe comment, j'ai appelé ça tt, on voit que si par exemple je reçois un symbole plus, alors je vais incrémenter la variable f de 1000. Lorsque je reçois une variable moins, je vais décrémenter la variable f, et je peux faire appel à la méthode setF, donc la méthode setF qui est la méthode setF qui est ici, parce que j'ai passé l'argument tt ici de setF, et ce tt qui est ici, c'est le self que j'ai passé comme argument lors de la création du thread, c'est-à-dire le self qui est ici. Donc, grâce à cette astuce, on va pouvoir modifier par un serveur TCP les variables qui sont instanciées en Python dans le top block. Alors, à quoi ça ressemble? Eh bien, si j'exécute ce code qui vient d'être généré, là, je lance, donc j'ai un signal source. Ce signal source va générer une fréquence à une fréquence f, qui est la variable f qui est ici. Et j'ai un throttle block pour envoyer ça sur un frequency sync, et le frequency sync va m'afficher la fréquence. Donc, si je lance ce programme, je dois avoir un analyseur de spectre qui va s'afficher. Très bien. Et cet analyseur de spectre qui s'affiche a une fréquence de 1 kHz qui est la valeur par défaut. Maintenant, j'ai lancé un serveur TCP, donc le client universel TCP/IP, c'est Telnet, donc je peux me connecter sur l'ordinateur local au port que j'ai ouvert, c'est-à-dire 4242, la socket que j'ai ouverte pour communiquer. Et si maintenant je dis que je fais un plus, on voit que le client a reçu la commande plus ici. J'affiche simplement attente de connexion, c'est le message que j'affichais dans mon serveur. Et chaque fois que j'affiche plus,
on voit qu'effectivement, là, la, 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 la variable f est bien modifiée et qu'elle impacte sur le comportement de la chaîne. De la même façon, si je fais moins, je reviens en marche arrière et je décrémente la fréquence. Donc il y a bien action telle que je l'avais prévu. D'accord ? Donc voilà, et pensez bien quand vous finissez à mettre une condition de fin. Et donc là, on voit que j'affiche au revoir. Donc là, c'est important pour pouvoir cesser le programme de prévoir la condition de fin de communication. Donc dans cet exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une boucle tant que quitter est égal à 0, parce que quitter a été initialisé à 0, j'attends des échanges lors de la communication avec le serveur. Et à la fin, lorsque j'envoie la chaîne Q comme quitter, je ferme la connexion, je tue la socket de façon à pouvoir la réutiliser si je relance le programme un petit peu plus tard, et j'arrête de faire la boucle infinie. Le problème étant que si vous ne pensez pas à quitter et que vous laissez la boucle infinie, vous allez cesser l'exécution du top block de GNU Radio, mais comme le thread continue à vivre, eh bien le top block ne va pas vous rendre la main parce que le top block de Python continue à s'exécuter. Donc d'où l'importance d'avoir une condition de fin pour que le thread cesse de s'exécuter et que le pair puisse arrêter de tourner. Donc vous voyez que fabriquer un serveur TCP/IP dans un programme Python GNU Radio, ça se résume à quelques lignes de code avec l'initialisation, la réutilisation de la socket, la connexion au port, l'attente de la communication, la réception des caractères, on peut faire un protocole plus complexe, et l'échange, évidemment, là je l'ai fait au travers de Telnet, mais si vous savez écrire un serveur TCP dans n'importe quel autre langage, que ce soit Octave, que ce soit Python, que ce soit C, vous allez pouvoir interagir avec, avec ce serveur qui va interagir avec les variables GNU Radio. Voilà. Donc les deux choses importantes à retenir sur cette présentation, c'est l'utilisation des Python modules et du Python snippet qui nous permettent d'inclure du code dans les chaînes de traitement GNU Radio et surtout qui nous permettent d'inclure ce code de façon pérenne sans aller modifier le code GNU Radio lui-même, qui serait le code Python généré par GNU Radio qui serait perdu à chaque itération de la génération du code. Donc voilà des exemples de clients. Alors ça c'est un client que j'utilise par exemple dans Octave, donc la version libre de MATLAB. Donc là j'ai mon serveur tel qu'il est instancié dans Python. Et dans Octave, vous pouvez générer des sockets TCP/IP. Donc on retrouve de nouveau notre IFINET, donc IPv4 et TCP. Dans lequel le module socket, le package socket de Octave nous fournit la capacité à nous connecter, à connecter un client à ce serveur, et on peut envoyer send à la structure qui a été, à la socket qui a été créée ici. Ici, par exemple, je vais me mettre à la fréquence initiale, donc j'envoie 700 MHz, la fréquence de démarrage de mon balayage de fréquences. Et à chaque fois, je vais balayer les fréquences. Donc maintenant, on connaît bien 0MQ et j'ouvre une subscribe socket. Je reçois les données telles qu'on l'a vu auparavant. Je ferme la socket pour être sûr que les données que j'ai reçues correspondent bien à la fréquence que je viens de programmer avec mon serveur TCP. J'envoie sur la socket la commande plus qui va incrémenter la valeur de la porteuse qui est émise. Et je recommence avec la boucle. Alors je donne juste un petit peu de temps. On va voir plus tard que quand on dit à une Pluto SDR de changer de fréquence, je justifierai plus tard pourquoi il faut attendre à peu près une seconde avant que la Pluto SDR n'applique effectivement l'ordre qui lui a été donné. Donc attention, c'est pas parce qu'on a demandé à la Pluto SDR de modifier ses paramètres qu'elle le fait effectivement. Et dans cet exemple, j'ai eu quelques déboires quand je n'attendais pas, j'avais des données incohérentes parce que la Pluto SDR ne se programmait pas immédiatement. Et donc, vous voyez que pour faire un radar à balayage de fréquence, ici, dans GNU Radio, je modifie la variable f, qui est la fréquence de mon bloc USRP source pour la B210 et de la Pluto SDR source pour la
l'USRP Sync pour l'écoute par la B210 et le Pluto SDR source pour l'émetteur Pluto SDR. Et à chaque fois que je vais incrémenter la fréquence, je modifie la fréquence de la porteuse et je lis le flux de données correspondant pour calculer le module et la phase, donc calculer le S11 qui va me permettre de remonter à la distance des cibles. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble l'interaction entre GNU Radio et des outils externes. Donc j'ai essayé de vous convaincre qu'on peut le faire avec différents langages, que ce soit avec C, que ce soit avec Python, que ce soit avec ces outils. Voilà. Donc j'ai résumé tout ça ici, mais comme je vous l'ai montré, je ne vais pas passer du temps sur ce transparent, ça vous donne une trace. Donc le point important, c'est que le Python module qui inclut tout le serveur soit appelé par le Python snippet qui fait appel à cette méthode ici epimodule, le nom du serveur en passant self, qui fait donc appel le serveur aux méthodes setter qui ont été fournies par le top block. Et lorsque le client se connecte, chaque fois que je donne un ordre, je vois le résultat. Donc c'est ce que je viens de montrer c'est ce que je viens de montrer en pratique. Alors maintenant qu'on sait tout faire, on sait recevoir des données, on sait commander la fréquence, et comme on a compris que la résolution spatiale d'un radar est liée à la bande passante, est-ce qu'on est capable de répondre à cette question, c'est-à-dire de mesurer la distance à laquelle se trouve la maison en face de mon appartement? Donc voilà à quoi ressemble le radar une fois assemblé. Donc dans le schéma de principe, la Pluto SDR va émettre un signal dont on s'est convaincu qu'il peut être soit à fréquence continue avec un balayage de fréquence pour travailler fréquence par fréquence, soit ça peut être un générateur de bruit pseudo-aléatoire, donc en fait un pseudo-random number sequence, donc une séquence générée avec un générateur aléatoire. Le point important, c'est que du fait de l'écart de l'oscillateur local entre la Pluto SDR et la B210 ici, qui sont deux oscillateurs physiques différents, pour répondre à la question précédente. Ici, l'émetteur et le récepteur n'ont pas la même fréquence. Par contre, les deux voies de réception sont bien cadencées par le même oscillateur local, c'est très important. Et donc ici, ces deux voies de réception seront cohérentes entre elles. Dans l'AD9361 qui est ici, ce sont bien le même oscillateur local qui va lire et transposer en fréquence les mesures qui sont ici. Mais l'oscillateur de la B210 qui est là n'est pas le même oscillateur que l'AD9363 qui est ici, et par conséquent il y aura un petit décalage de fréquence, et de toute façon si on veut faire du pseudo-random number, il va falloir qu'on récupère le flux de données. Donc ici j'ai mis un coupleur 10 dB, donc en fait il y a 1/10 de la puissance qui va partir de la Pluto SDR qui va venir là, et même 10 dB de réduction, c'est un peu dangereux pour la puissance qui va rentrer ici dans la B210. Donc j'ai rajouté un peu d'atténuation, j'ai rajouté 1/100 de la puissance. Donc voilà, avec 30 dB au total, 10 dB de coupleur et 20 dB, j'ai au maximum moins 30 dBm qui rentrent, donc là je suis prudent. Là j'ai l'étage de réception qui va venir de l'antenne de surveillance, et là j'ai l'émission qui va aller sur l'antenne d'émission qui est ici. Et donc la Pluto SDR, je vais pouvoir balayer sa fréquence en vue d'étaler le spectre. Alors à quoi ça ressemble? Si, mettons, je fais ici de l'étalement spectral, chaque spectre est individuellement de la largeur imposée par le flux de données USB. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, j'ai à peu près les 2,6 MHz de bande passante introduits par l'étalement spectral de la modulation de phase. Et lorsque je vais balayer la porteuse, on voit qu'à chaque fois, je vais avoir ici centré sur 1 méga, centré sur 3 mégas, centré sur 5 MHz. J'ai fait un peu de recouvrement quand même des spectres. Et donc, vous allez à chaque fois physiquement envoyer des spectres qui sont décalés de la fréquence radiofréquence. Mais vous, ce que vous allez recevoir, c'est toujours le signal en bande de base. Donc c'est à nous de penser, quand on va faire l'accumulation des spectres, donc le frequency stacking dans MATLAB, de faire la transposition. C'est-à-dire que lorsqu'on va émettre les signaux, on va émettre le signal
pseudo-aléatoire, avec un débit qui est limité par le flux USB à environ 2,6 MHz de bande passante, à peu près. Et puis, lorsque je vais envoyer ce signal vers ma radio logicielle, ce signal va être transposé en fréquence par l'oscillateur local. Et cet oscillateur local, c'est lui que je vais programmer avec la fréquence F qui varie. Donc c'est lui en fait qui va évoluer. Ici, vous êtes toujours en bande de base, mais la personne qui va évoluer, c'est la fréquence ici pour faire balayer les différentes fréquences successives. Donc si je regarde en fréquence, je vais envoyer la largeur de 2,6 ici, puis à côté, etc. Donc ça, c'est la puissance qui a été transmise. Et côté réception, c'est la même histoire, puisque je reçois au niveau du matériel un signal avec un oscillateur local, que je suppose être à peu près à la même fréquence, à la différence près des oscillateurs physiques. Et moi, je reçois un signal en bande de base, c'est-à-dire que du point de vue de GNU Radio, si le F qui est là est le même que le F qui est ici, je reçois, dans toutes les conditions, dans toutes ces émissions qui sont ici, je reçois toujours le même signal centré sur 0 Hz, puisqu'il a été ramené ici à 0 Hz. Et donc c'est à moi, pardon, je me suis trompé ici, et donc c'est à moi, dans mon logiciel type Octave, MATLAB, etc., de dire, ce spectre, lorsque je trace un spectre concaténé F, le spectre que j'ai reçu ici en bande de base, je ne vais pas toujours le rajouter dans le 0 Hz qui est ici, mais c'est lorsque je vais recevoir ce signal que je connais la position de ce F ici, et je vais prendre ce code, et pour les différentes fréquences successives, je vais venir les mettre dans les indices successifs du vecteur que je suis en train de former pour assembler un spectre qui est la concaténation des différents signaux reçus. Donc, faites attention que GNU Radio, lui, ne connaît que des signaux en bande de base, et c'est parce que j'ai échantillonné ces données et que je sais que j'ai programmé la porteuse à des fréquences successives que je vais refabriquer ce spectre comme la concaténation des signaux reçus en bande de base. Donc c'est ça ce que vous voyez ici, c'est pour ça que j'ai pu le dessiner avec des couleurs différentes. Je sais que l'oscillateur local a été décalé par rapport à ces 700 MHz initiaux de 1 méga, de 3 mégas, de 5 mégas, de 7 mégas. Et donc c'est après dans MATLAB ou dans Octave que je vais charger dans le vecteur correspondant les signaux que j'ai reçus par la radio logicielle. Alors, si vous regardez, donc ici, ce que vous avez, c'est la corrélation autour de 0 du signal reçu avec le signal émis. Et pour chacun de ces spectres individuels, vous voyez qu'on ne voit pas grand-chose. Alors on ne voit pas grand-chose, oui et non. Déjà, le truc qui est super, c'est qu'il y a un pic de corrélation. Déjà, rien que ça prouve que en réception, j'ai reçu une information représentative de l'émission. Donc déjà, il y a un bilan de liaison acceptable. J'ai réussi à recevoir un signal avec mon étage de réception, ce qui n'est pas forcément garanti d'avance, mais peut-être que c'est du couplage direct et c'est peut-être pas de la réflexion des cibles. Alors si vous regardez finement, vous voyez que ce pic est asymétrique. À gauche, il est au niveau de bruit, et à droite, il décroît tout doucement. En fait, à chaque fois, à gauche, il est à 0, et à droite, il descend tout doucement. En fait, ce que vous voyez là, ce sont en fait les réflexions des différentes cibles. Mais comme ici, je n'ai que 2,5 MHz de bande passante, toutes les cibles, j'ai une résolution spatiale qui est d'une cinquantaine de MHz, donc c'est très mauvais. Donc je ne vais pas réussir à séparer une voiture qui est à 10 mètres, d'un mur qui est à 20 mètres, d'un arbre qui est à 25 mètres. Tout ça se mélange dans les échos. Mais l'asymétrie de ce pic prouve déjà qu'il est probable que j'arrive à voir quelque chose, c'est-à-dire que mon radar est en train de détecter des cibles, mais le problème, c'est que ces cibles, elles ne sont pas suffisamment résolues dans l'espace pour pouvoir les différencier. Et lorsque je fais la somme de tous ces spectres, et attention, somme n'est pas une somme au sens arithmétique, mais une concaténation avec les bons écarts de fréquence, je fabrique artificiellement un signal de bande passante beaucoup plus importante, et lorsque j'applique la corrélation sur ce signal d'encombrement spectral très important, là, vous voyez apparaître une résolution spatiale bien meilleure. Donc, voilà, et si j'ai fait un balayage de fréquence sur un encombrement spectral de 50 MHz, étant donné qu'on a vu que la résolution
spatiale d'un radar, c'est 150 mètres divisé par la bande passante en mégahertz, ça va me donner 3 mètres de résolution spatiale. Et puis si je pousse jusqu'à 150 MHz, ça va me donner 1 mètre de résolution. Mais je vais être d'une part limité par le temps de balayage, parce que rappelez-vous, l'hypothèse que je suis en train de faire quand je fais cette accumulation de spectres, c'est que la scène est stationnaire. Alors évidemment, quand je regarde une maison, il est peu probable que la maison bouge pendant le temps de la mesure. Par contre, ça veut dire que je ne pourrai pas détecter des objets mobiles qui se seront déplacés dans le temps de ce... Ou en tout cas, je n'aurai pas de résolution spatiale sur des objets qui se sont déplacés pendant ce temps de balayage. Et puis en plus, il y a un moment où ce n'est plus l'électronique qui va nous limiter, mais ça va être les antennes. Les antennes de télévision terrestre que j'ai utilisées ont une bande passante qui est dans les 150-200 MHz. Et donc il y a un moment où j'aurais beau essayer de balayer des bandes de fréquences de plus en plus larges, des antennes de type Yagi-Uda ne seront pas appropriées pour balayer des fréquences plus larges. Mais néanmoins, voilà le résultat de ce que ça donne. Si on fait un balayage sur ces très grandes gammes, on se retrouve avec, ici par exemple, sur 50 MHz de bande passante, j'ai mes fréquences successives que j'ai décalées à chaque fois d'à peu près 2 MHz, sachant que j'ai 2,7 MHz de bande passante. Je me suis dit que j'allais faire un peu de recouvrement entre les mesures successives et j'ai un peu de recouvrement entre les spectres que j'ai concaténés, accumulés. Et voilà le résultat en termes de corrélation. Lorsque je fais uniquement un spectre de 3 MHz de bande, eh bien j'ai peut-être quelque chose, mais je n'ai pas de résolution spatiale. Et au contraire, lorsque j'accumule des spectres, plus j'accumule des spectres, plus je vais avoir un pic de plus en plus fin. Et en fait, ce qui est assez fascinant quand on affiche ça, c'est que le pic s'affine alors qu'on est en train de balayer. C'est-à-dire, en fait, au début, on a un pic grossier, puis un pic un peu plus fin, encore plus fin, et en fait, on voit les différentes cibles se séparer les unes des autres alors qu'on balaye les spectres. Alors, ça veut dire quoi de faire des corrélations sur des bandes passantes de plus en plus larges? C'est pas tout à fait intuitif de parler de corrélation sur des bandes variables, jusqu'au moment où on se rappelle qu'on avait établi la relation de convolution et sa relation avec, la corrélation. Donc en fait, on avait dit que la transformée de Fourier de la corrélation entre deux signaux x et y, c'est égal à la transformée de Fourier de x fois la transformée de Fourier de y. Ça, c'est parce qu'on s'approche considérablement du théorème de convolution. Sauf qu'entre convolution et corrélation, il y a un retournement du temps. Et pour retourner le temps, je prends le complexe conjugué. Donc vous voyez que naturellement, j'ai fait intervenir la transformée de Fourier du signal, bruité, que j'ai reçu, et j'ai la transformée de Fourier du motif, donc de la référence qui a été transmise. Donc, en pratique, ce que je fais, c'est que je calcule la transformée de Fourier du signal que j'ai reçu. Je calcule la transformée de Fourier du motif. En fait, ça, je peux le faire en précalcul, parce que si je connais la bande spectrale sur laquelle le signal va être accumulé, je peux calculer la transformée de Fourier du motif sur cette même bande. Calcul complexe conjugué, ça c'est évident. Et je fais la transformée de Fourier inverse de cette chose-là pour finalement récupérer la corrélation entre x et y. Et ce que vous voyez, c'est que par conséquent, cette transformée de Fourier de signal que je fais apparaître, naturellement, c'est cet objet que je viens de fabriquer ici. C'est-à-dire, c'est cette accumulation de spectres parce que j'ai accumulé un premier, puis un deuxième, puis un troisième. Et ça, c'est comme si j'avais accumulé un spectre sur 50 MHz de bande passante. Du coup, je calcule la transformée de Fourier du motif sur 50 MHz de bande passante, équivalente, et lorsque je fais le produit transformée de Fourier et transformée de Fourier inverse du résultat, j'ai une corrélation avec une résolution spatiale qui est la résolution spatiale attendue par une bande passante virtuelle équivalente de l'accumulation de tous ces spectres. Donc vous voyez qu'on est capable de faire des choses fascinantes en programmant de cette façon GNU Radio pour générer une porteuse qu'on balaye
Et pour chaque porteuse, on mesure le signal reçu, on accumule les spectres et on fait le produit des spectres avec tension de Fourier inverse, qui va nous donner la corrélation avec une résolution spatiale déterminée par la somme des spectres. Et donc, voilà le résultat finalement. Plus vous accumulez de spectres, plus vous voyez vos spectres s'affiner. Et en affinant les spectres, on commence à pouvoir détecter différentes cibles. Alors par exemple, là j'ai superposé l'image aérienne des géoportails avec le cadastre. Et ici mon appartement, ici la maison que je cherchais à observer. Donc si je regarde à peu près, le mur se trouve à une cinquantaine de mètres. La cheminée qui est ici se trouve au sommet, ici au sommet du toit. Là, l'arbre qui est ici se trouve... alors l'arbre, c'est intéressant parce que c'est un tronc, et un tronc, c'est quelque chose qui réfléchit bien à l'énergie parce que c'est de forme cylindrique, donc il y aura toujours une surface qui va renvoyer de l'énergie vers le récepteur. Et puis là en bas, il y avait une voiture qui était garée un peu plus près. Donc l'analyse que j'en fais, c'est que je suis capable de voir ces différents échos bien distincts, avec un écho, donc là c'est la durée en microsecondes, que je traduis en mètres, en sachant qu'une onde électromagnétique se propage à 300 mètres par microseconde, c'est-à-dire 150 mètres aller-retour à la cible. Et donc je dis que j'ai un premier écho à 32 mètres, j'ai un deuxième écho à 47 mètres, j'ai un troisième écho à 52 mètres un peu plus fin, et puis à 59 mètres ce dernier écho. Et si je trace des cercles sur chacun de ces cibles sur les distances, eh bien ça peut coller avec le fait qu'il y a un arbre à 59 mètres, ça colle avec le fait qu'il y a une cheminée à 52 mètres, avec le mur de la maison à 47 mètres et une voiture à 32 mètres du balcon qui est ici. J'ai introduit dans cette discussion qu'en balayant les antennes, je pouvais faire de l'ouverture synthétique et donc je pouvais rajouter la résolution azimutale. Je n'ai pas le temps dans cet exposé de vous le présenter, mais c'était l'étape suivante de mon développement, c'était de mettre ces antennes sur un rail que je déplaçais ici, et je peux confirmer les interprétations de ces différentes cibles en ayant la résolution azimutale qui me donne les objets, l'angle d'arrivée des différents échos, des objets qui ont réfléchi ces différents échos. Alors, ce qu'on pourrait se demander, c'est, alors ici j'affirme qu'on a une cheminée, ici j'affirme qu'on a un arbre, et ici j'affirme qu'on a une maison. Et pourtant, le mur de la maison est beaucoup plus grand qu'une petite cheminée. Alors, est-ce que c'est cohérent ce que je suis en train de dire? Est-ce que mon interprétation peut se tenir en disant que la cheminée qui est ici, elle est finalement d'intensité de signal réfléchi qui n'est pas si différent que ça du mur, alors que le mur, il est beaucoup plus grand que la surface de la cheminée que j'interprète ici. Alors, en fait, c'est intéressant de regarder un petit peu donc, la section radar, RCS, la Radar Cross Section dans la littérature. La section radar, c'est quelque chose qui n'est pas complètement intuitif. La section radar, c'est la capacité d'une surface à réfléchir une onde électromagnétique en direction du récepteur alors qu'elle a été illuminée par l'émetteur. Alors, vous pouvez vous dire, là, le mur, il doit très bien réfléchir. Le problème du mur, c'est que c'est exactement comme un miroir. C'est que vous avez cet énorme mur face à la longueur d'onde. Ça, c'est tout du travail qui a été fait autour de 700 MHz, donc autour de 30 cm de longueur d'onde, 35 cm de longueur d'onde. Et donc, en fait, ce grand mur de dimension décamétrique, il apparaît comme un miroir plan pour les ondes qui arrivent. Et donc, si vous calculez quelle est la section radar d'une plaque plane alors, si je calcule ici la surface du mur et son angle comme étant le rapport du bord de la maison avec la surface large, je peux en déduire à peu près l'angle que fait le mur. Et si je trace la section radar d'une grande surface en fonction de son angle, ce qu'on voit, c'est que le mur va avoir une très forte dépendance avec cet angle, parce que à peine vous êtes dans une direction un peu différente, vous allez avoir une onde incidente qui vient comme ça, mais au lieu de revenir vers le détecteur qui est placé sur le balcon, l'onde électromagnétique va repartir à côté.
C'est exactement le principe des avions furtifs ou des bateaux furtifs qui ont des grandes surfaces planes. C'est qu'en fait, la probabilité que le signal dans un radar monostatique, c'est-à-dire où l'émetteur et le récepteur sont colocalisés, reviennent vers le récepteur, sont très faibles parce qu'il suffit que vous ayez un petit angle pour que l'onde électromagnétique reparte dans une direction autre que le récepteur. Au contraire, la physique de la cheminée ici est complètement différente parce que la cheminée a une dimension qui est du même ordre de grandeur que l'onde électromagnétique, de l'ordre de 30 cm à 700 ou 800 MHz. Et donc, ici, on va avoir une physique qui n'est pas une physique de réflexion sur un miroir, mais de diffraction par un objet de même taille que la longueur d'onde. Et si vous regardez la section radar, ben on fait une cheminée de ce type-là, étant donné qu'elle ne se comporte pas comme un miroir, mais comme une source diffractante, quelle que soit la direction par laquelle vous illuminez la cheminée, vous allez vous retrouver avec de l'énergie qui va repartir, parce que ce sont les coins, parce que ce sont les bords de la cheminée qui va diffracter l'onde, au lieu d'être les surfaces planes qui vont réfléchir l'onde. Alors un autre point qui peut être intéressant de mentionner, c'est que quand j'ai fait les mesures par ouverture synthétique, je me suis rendu compte qu'en fait ce n'est pas le mur qui réfléchit, parce que le mur en fait c'est un diélectrique. Et le diélectrique, c'est simplement une fraction de l'énergie qui traverse un diélectrique de la fraction qui est réfléchie par la loi de la réflexion optique classique, 1-n sur 1 plus n au carré avec n l'indice optique, racine de la permittivité. Et donc si je trace les quantités d'énergie réfléchie, c'est pas énorme parce que si je prends des permittivités de 4 à 8 qui sont typiquement les permittivités des briques ou du béton qui est ici, je me retrouve avec des pertes qui sont de l'ordre de la dizaine de dB. Alors que ici sur le toit, vous avez une isolation contre les fuites d'eau qui était faite avec probablement du zinc, enfin en tout cas un métal. Et en fait, il s'avère que cette structure métallique qui couvre le toit pour empêcher les fuites d'eau se comporte comme un excellent réflecteur parce que de nouveau, il est du même ordre de grandeur, l'épaisseur ici est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde de l'onde électromagnétique qui l'illumine. Et donc cet objet-là ne va pas se comporter comme un miroir, mais va se comporter comme une source diffractante qui va être beaucoup moins sensible à l'angle d'illumination que ne l'est ce grand mur. Donc tout ça pour dire que finalement, ce n'est pas complètement idiot de déduire que ce grand mur qui se trouve là a une section radar qui n'est pas tellement différente de la petite cheminée qui est ici, parce que la physique qui renvoie de l'énergie depuis l'émetteur vers le récepteur est complètement différente entre la diffraction qui est ici et la réflexion qui est ici. Donc voilà la conclusion de toute cette aventure. Dont je ne vous cache pas qu'elle m'a pris à peu près 6-7 mois de développement, pas continu évidemment, mais c'est le fruit de 6-7 mois de travail pour réussir à conclure que j'étais capable de mesurer la distance par un radar, par radiologiciel, de la maison qui se trouve en face de mon appartement. À un moment, je vous ai mentionné que la reprogrammation de la Pluto SDR nécessite de patienter un petit peu, il faut attendre à peu près 1 seconde entre le moment où l'ordre qui est transmis et son application sont effectivement pris en compte. Et en fait, le problème, c'est que la Pluto SDR, avec son module GRIO, ne permettait que de modifier tous les paramètres. C'est-à-dire qu'en fait, quand on modifiait un seul paramètre, par exemple l'oscillateur local, eh bien, GRIO, qui est le pilote écrit par Analog Device pour contrôler ses périphériques, modifiait tous les paramètres du composant de l'AD9361 et donc de l'AD8063. Et donc, quand on reprogramme les différents éléments de ce front-end radiofréquence, il faut recalibrer la chaîne de réception radiofréquence, et c'est ce recalibrage qui est fait de façon automatique par GRIO qui prenait énormément de temps. Alors, avec la mise à jour de GRIO pour GNU Radio 3.8, tel que c'est décrit ici, de façon à accélérer les reconfigurations de la Pluto SDR, les auteurs du pilote ont pris soin que l'on puisse modifier un seul paramètre, cette fois-ci, de la Pluto SDR. Si on ne change qu'un paramètre, et notamment la fréquence de la porteuse, alors on peut éviter de devoir recalibrer toute la chaîne de réception, et le gain est considérable
considérable puisque maintenant on n'a plus besoin d'attendre une seconde et donc on peut se contenter juste d'être limité par le temps qu'il faut pour recevoir suffisamment de points pour que la corrélation fasse sortir le signal du bruit. Donc voilà, typiquement, je prenais quelque chose comme 140 000 points qui, au rythme de 2,7 mégaéchantillons par seconde, nécessite à peu près 52 millisecondes. Et donc, pour balayer les 50 MHz de bande passante, il faut à peu près 3 secondes. Et donc, vous voyez qu'avec 3 secondes de temps de mesure pour balayer toute la bande de fréquence, ben là, on peut commencer à accumuler des mesures successives en gardant l'hypothèse de stationnarité de la scène. Et par conséquent, on va améliorer le rapport signal à bruit en abaissant le bruit et en augmentant le signal, et en accumulant le signal, et du coup des cibles de plus en plus petites vont apparaître de façon reproductible dans le radargramme. Donc voilà la fin de l'histoire. Une voiture, un mur, une cheminée, un tronc d'arbre, tout ça détectable avec un radar par radiologiciel qui nous permet de mesurer ces différentes réflexions. Donc j'ai pris cet exemple de radar comme prétexte pour vous montrer comment essayer de collecter des informations avec des outils externes que sont MATLAB Octave, que sont par exemple que sont Python, et donc on a pu bénéficier de ces fonctionnalités pour essayer de faire des fonctions qui sont un peu complexes et qui n'auraient pas été faciles à mettre en œuvre dans un environnement tel que GNU Radio, qui est plus gourmand en ressources et moins souple. Néanmoins, je voudrais conclure mon exposé avec un autre exemple qui peut vous intéresser, qui est la communication numérique. Alors, en communication numérique, vous allez avoir quelque chose que GNU Radio sait très très bien faire, c'est les tâches de réception radiofréquence. Donc dans cet exemple, si vous vous rappelez le tout premier cours qu'on a fait ensemble, je recevais une flux de données d'un récepteur de radiologiciel. Ce flux de données de radiologiciel contenait une certaine bande passante qui était trop importante. Dans l'exemple que je prenais, c'était pour recevoir la bande FM. Et du coup, je passais dans un filtre passe-bas pour éliminer toutes les composantes spectrales qui sont inutiles à mon décodage, avant de revenir à la démodulation. Ici, la boucle à verrouillage de phase qui est suffisamment large pour contenir toute l'information qui m'intéresse, et finalement décoder la musique venant de la bande FM. Eh bien, on peut faire exactement la même histoire en traitement numérique d'un flux de données, et vous allez voir qu'encore une fois, on va bénéficier d'un logiciel externe pour décoder. Alors l'exemple que je prends, c'est un protocole qui était... voilà, c'est un exemple un peu amusant, enfin ludique, malheureusement qui n'est pas forcément très facile à transposer ailleurs qu'en France. Alors vous vous rappelez peut-être, il fut une époque où il y avait les pagers, donc en fait les tom-tom, les tatous, tous ces objets qui envoyaient une information relativement simple, quelques caractères, pour permettre à des gens, c'était bien avant l'époque du SMS et de tous les téléphones portables qui pouvaient transmettre via la 4G ou la 5G des informations, ou la 3G pour le GSM. Et donc ces tom-tom, ces tatous, pouvaient envoyer des caractères, des messages relativement courts, un peu à la Twitter, pour informer un opérateur d'un dysfonctionnement ou d'un message. Et en fait, ces dispositifs, alors ça fait longtemps que France Télécom ne commercialise plus et ne supporte plus ces dispositifs, parce que tout le monde a un téléphone portable et que les gens s'échangent des messages par SMS. Mais pourtant, il continue à y avoir un réseau. En fait, France Télécom a délégué une société externe, Alphapage, pour maintenir ce réseau. Alors pourquoi ce réseau continue à être maintenu ? En fait, pour tout ce qui est sécurité critique. Lorsqu'il y a un accident, lorsqu'il y a quelque part un problème, la première chose que va faire la population, c'est se jeter sur son téléphone portable pour téléphoner, pour donner des nouvelles ou pour demander des nouvelles. Et ça va rapidement saturer le réseau 3G, 4G de la téléphonie mobile utilisé par tout un chacun.
Or, les services critiques, tels que les pompiers ou les gens qui ont besoin d'intervenir sur des choses critiques, tels que les hôpitaux ou la gestion de l'eau, ne peuvent pas perdre le contact avec leurs services critiques parce que tout le monde a saturé le réseau de téléphonie mobile. Et donc, ce réseau alphapage continue à être maintenu pour transiter des messages critiques. Et je crois que c'est tous les premiers mercredis du mois, il y a encore un message qui circule d'accident nucléaire, qui est un essai de répétition. C'est évidemment pas un vrai message, mais une information qui dit défaut de centrale nucléaire, et c'est ce type d'information qui va être transité sur ces tam-tums, sur ces systèmes. Alors, malgré l'affirmation de Alphapage sur leur page web d'un réseau sécurisé, eh bien en fait tous ces messages transitent en clair sur le réseau POXAG. Et si je regarde sur Wikipédia France, on nous informe que le POXAG, qui est le nom du protocole utilisé pour échanger les informations, c'est un protocole en FSK, donc qui porte l'information sur deux fréquences pour coder les deux états de bits 1 et 0, avec une bande passante de l'ordre de 4,5 kHz, donc qui est largement en dessous de ce qu'on peut décoder, donc beaucoup plus étroite que ce que reçoit un récepteur de radiologiciel, avec un débit de communication de 512 bits par seconde, 1200 ou 2400 bits par seconde. Donc vous voyez que le débit de transfert est extrêmement faible. On nous décrit la structure des données, mais s'il y a bien un truc que j'ai pas envie de faire, c'est de réécrire un décodeur, parce que je vais vous montrer qu'il existe un décodeur. Et donc, j'ai pas envie de réinventer un décodeur. La seule chose qui m'intéresse, c'est que en France, on me donne les fréquences auxquelles se trouve le message POXAG. Donc, première chose que je vais faire, évidemment. Alors encore une fois, j'ai préparé parce que pour éviter de perdre du temps à refabriquer une chaîne de traitement. Donc, ce que j'ai fait là, j'ai pris mon récepteur de radio logiciel que je vais accumuler à un certain débit de données et je les ai programmés autour des fréquences. Donc 466,015, c'est ce qui est annoncé ici dans les bandes de fréquences qui sont ici. Et je me rends compte que c'est 25. C'est pour ça qu'il y a les ajouts qui sont derrière. Et j'ai cherché les différentes sous-bandes qui sont proposées dans POXAG. Donc j'ai programmé mon récepteur de radiologiciel à cette fréquence. J'ai fait un filtre passe-bas parce que POXAG, on vient de voir, n'occupe que quelques dizaines de kilohertz. Vous vous rappelez qu'en FM, l'encombrement spectral, la règle de Carson, nous dit que l'encombrement spectral d'une modulation FM, c'est l'excursion spectrale plus le débit des données, la fréquence la plus élevée qui est communiquée. Donc à 4,5 kHz d'écart avec un débit de données de 1200 bits par seconde, on va typiquement être dans les dizaines de kilohertz d'encombrement spectral, nettement en dessous de ce que le récepteur de radiologiciel est capable de gérer. Je vous rappelle que le récepteur de radiologiciel ne peut recevoir qu'entre 1 et 2,4 mégaéchantillons par seconde du fait des limitations du front-end radiofréquence qu'il équipe. Donc je fais un filtre passe-bas pour éliminer et décimer suffisamment. Et comme c'est de la FSK, Frequency Shift Keying, donc en fait c'est de la modulation FM à deux états, c'est quelque chose qui est parfaitement démodulé avec les deux états possibles de bande. Alors on va cacher ces éléments-là pour le moment. Donc ici j'ai une chaîne de réception que je peux envoyer sur un oscilloscope. Et si je mets ça sur un oscilloscope avec des flottants, donc ça c'est la chaîne de réception qu'on avait faite en première séance, et donc j'ai un facteur de décimation de 8 qui est ici, un facteur de décimation de 8 qui est ici. Donc si je décime de 8 et de 8, c'est que je décime par 64, et il me reste de l'ordre de 22 050, donc de 22 kHz échantillons par seconde, ce qui colle avec la bande passante nécessaire à démoduler du POXAG. Donc là, je vais afficher le spectre et je vais afficher dans le domaine temporel les signaux reçus. Alors le spectre, je vais essayer de mémoriser. Alors là, je suis en train de faire une mesure, je ne suis pas en train de tricher, c'est une mesure en temps réel que je suis en train de faire. Donc si je mets ma caméra,
je suis en train, j'ai sur mon bureau ici un récepteur de radiologiciel tel qu'on l'avait utilisé au premier cours. Et ce récepteur de radiologiciel, ici, est équipé donc du R820T2 et du RTL2832U qui génère un flux de données qui va vers mon ordinateur, vers une radio. Ici, j'ai une antenne qui n'est pas exactement à 466 MHz, une antenne 434 MHz, mais qui est largement assez large bande. Et ce que vous êtes en train de voir en ce moment, c'est le signal qui est reçu par ce récepteur de radiologiciel. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit les différents créneaux correspondant aux différents spectres des bandes qui sont transmises par POXAG. Donc, ce sont les différents canaux de communication que vous voyez ici. Et le plus important, c'est chaque fois que le canal autour de 0 Hz émet, vous avez dû voir ici les bits qui étaient transmis. Voilà, là j'en ai un qui passe. Donc là, vous êtes capable de voir les données 1 et 0 correspondant aux deux états de fréquence qui sont communiqués par POXAG. Parce que dans ma modulation FSK, la détection par détecteur WBFM est j'ai reçu un signal en FM, donc modulé à deux états, que sont le bit 0 égale une première fréquence, 1 égale une autre fréquence. Ça, je le passe dans un détecteur wideband FM et un détecteur FM qui est en pratique une boucle à verrouillage de phase. C'est quelque chose qui va comparer le signal qui est issu de la transposition en fréquence par l'oscillateur local autour de 466 MHz pour nous ramener en bande de base. Et ce signal FM va être comparé avec un oscillateur local, mais cette fois-ci, tout ça, c'est quelque chose de numérique, puisqu'on est dans GNU Radio. Donc ça, c'est la partie numérique qui est gérée par GNU Radio. Et cet oscillateur local va être mélangé avec le signal qui est venu ici. Et lorsque je fais le mélange, je vais regarder l'erreur qu'il me reste, puisque après un filtre passe-bas, ici, je n'ai que la phase, c'est-à-dire l'erreur entre le signal reçu et l'oscillateur local. Et dans une boucle à verrouillage de phase, je vais contrôler cet oscillateur numérique contrôlé en tension, donc un NCO, Numerically Controlled Oscillator. Donc ce NCO va voir son état changer en fonction de la phase, et c'est ce signal d'erreur qui est la sortie de la boucle à verrouillage de phase, c'est-à-dire c'est ça qui va me donner mes deux états possibles pour le bit 0 ou pour le bit 1, c'est-à-dire qu'une boucle à verrouillage de phase, une PLL, se comporte comme un convertisseur fréquence-tension. Je lui donne en entrée un signal avec une fréquence qui varie, et en sortie, j'ai les différents niveaux, alors évidemment tension au sens numérique du terme, et donc c'est ce que je vois ici quand je regarde à l'oscilloscope les signaux du POXAG. J'ai transformé les signaux en bande de base que j'ai passé dans la boucle à verrouillage de phase, de variation de fréquence, les deux états de fréquence, vers les deux états de tension résultants. Alors maintenant, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de décoder ce message. Mais je n'ai pas envie de réécrire un décodeur parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait. Et l'outil qui permet de décoder des messages encodés en format POXAG, c'est Multimon. Alors Multimon, comme toujours sous Unix, si je veux avoir les informations sur un outil, je tape la page de manuel. Donc si je demande Multimon, alors Multimon a été écrit il y a très longtemps et maintenant il y a une version nouvelle génération, donc c'est pour ça que c'est Multimon NG pour New Generation. Et Multimon est un outil en ligne de commande sous Unix qui vous permet de décoder des communications radio. Si vous êtes radio amateur, vous connaissez AX25, qui est le mode de communication sur la bande VHF-UHF. Et puis, vous trouvez, ça nous arrange bien, il y a le mode POXAG. Donc, il y a le POXAG, et comme nous l'annonçait ici la page Wikipédia de POXAG, il y a les différents modes 512, 1200, 2400 bits par seconde. Donc, je vais retrouver les différents POXAG. Donc, quelqu'un a déjà fait le travail pour nous,
et j'ai vraiment pas envie de refaire ce travail par moi-même. Donc maintenant, je vais essayer d'utiliser au mieux Multimon pour décoder le flux de données. Alors, il y a une hypothèse sous-jacente à Multimon, c'est que Multimon suppose que vous lui donnez un flux de données à 22,05 kHz, c'était les fréquences des vieilles cartes son avant qu'on soit à 44 000, 48 kHz, etc. Donc en fait, les vieilles cartes son étaient à 22 kHz, donc ça date de cette époque, et codées sur 16 bits. Donc le flux de données qu'on a récupéré dans GNU Radio, on va d'une part le convertir de flottant vers des nombres 16 bits, donc dans la nomenclature du C, des entiers sur 16 bits, ça s'appelle des shorts. Donc en fait, on va transformer des floats to short. GNU Radio manipule des données entre -1 et 1, alors qu'un short, 16 bits, c'est plus ou moins 32 767. Donc il faut mettre un facteur d'homothétie entre les deux. C'est ce que vous propose l'option Scale, donc en fait le facteur d'homothétie entre les flottants plus ou moins 1 que vous avez reçus et les nombres sur 16 bits que vous allez sortir. Et ça, on va l'envoyer dans un fichier. Mais en fait, ce fichier, ce n'est pas un vrai fichier. Si vous avez l'habitude de travailler sous Unix, vous savez peut-être que quand je fais par exemple dans /tmp et que je veux faire la liste des fichiers qui se contiennent dans tmp, mais je veux seulement que tu m'affiches ce qui finit par GRC, c'est-à-dire que ce soit une chaîne de traitement GNU Radio. Vous avez ce symbole ici, ce symbole de tuyau, ce qui sous Unix s'appelle le pipe. Donc en fait le pipe, c'est la fonction qui permet de dire je veux que tu prennes la sortie d'un programme ici ls et que tu l'envoies dans un autre programme. Donc en fait, je vais virtuellement créer un nouveau fichier qui contient la sortie du précédent et qui va être traité ici par détecte une expression régulière, grep. Et donc si je fais ça, je n'ai jamais créé physiquement de fichier, j'ai créé un faux fichier, un pseudo-fichier, un tuyau, un pipe, et ce pipe va être un canal de communication entre la sortie du ls-l et la fonction qui va se faire derrière, qui est le pipe pour traiter les données. Donc ce pipe, on peut en profiter pour dire GNU Radio va écrire dans un fichier, mais ce n'est pas un vrai fichier qu'on va écrire. C'est un faux fichier, c'est un fichier que j'ai appelé, allez, au hasard 1. Vous allez voir plus tard pourquoi il s'appelle 1. Alors, je vais commencer déjà par l'effacer. Et pour créer, si je crée 1, ça va pas marcher parce que ici, si je fais ça, le tmp1, c'est effectivement un fichier avec des propriétés de lecture et d'écriture, mais c'est un vrai fichier dont je peux regarder le contenu. Alors évidemment, le contenu, vu que j'ai fait un touch, il n'y a rien dedans, mais c'est un fichier. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux un faux fichier qui est capable de faire le lien entre GNU Radio, premier programme, et Multimon, deuxième programme. Et donc, pour faire ce pseudo-fichier qui se comporte comme un tuyau, il ne faut pas utiliser la fonction touch, mais il faut fabriquer un tuyau. Un tuyau, c'est une queue first in, first out, première entrée, première sortie. Et donc, on va fabriquer ce tuyau par mkfifo. Et si cette fois-ci, on regarde à quoi ressemble tmp1, on voit qu'il a l'attribut p. Donc, ce n'est plus un fichier. Maintenant, c'est un pipe, c'est un fichier p, c'est-à-dire que tmp1 ne va pas physiquement écrire les données d'un fichier stocké sur le disque dur, mais il va prendre les données et il va les renvoyer à l'autre bout du tuyau. Donc ici, je connecte le file sync en disant que ce sont des shorts, donc des données sur 16 bits, vers le pseudo-fichier /tmp/1. Et comme j'oublie toujours les commandes associées, je me suis fait ici une anti-sèche. Et donc, quand vous voulez envoyer un fichier qui vient, quand vous voulez alimenter Multimon avec un flux de données qui vient d'un fichier, vous lui dites que Multimon va prendre des données de type raw. On va désactiver tous les décodeurs, parce que je sais que je ne vais pas faire de la X25, donc je vais désactiver -C, ça veut dire désactiver toutes les fonctions de décodage. Je vais juste garder l'oscilloscope,
le POCSAG en 512 bits par seconde, le POCSAG en 1200 et le POCSAG en 2400. Et tout ça, je vais le faire sur le fichier TMP1. Donc je vais prendre cette commande que j'oublie toujours. Voilà. Donc Multimon New Generation, de type raw, avec, on va effacer tous les décodeurs possibles, et on va juste ajouter ce qu'on veut, l'oscilloscope et les différents POCSAG. Donc si je lance ça, j'ai lancé Multimon, mais il n'a rien, puisque le tuyau n'est pas connecté. En fait, un tuyau, les deux programmes de part et d'autre du tuyau ne vont s'exécuter que si les deux bouts du tuyau sont connectés. Or là, il n'y a qu'un bout du tuyau qui est connecté, donc il ne se passe rien. Alors, en fait, il ne se passe rien parce que je n'ai pas encore lancé ma chaîne de traitement GNU Radio. Alors, ici, j'ai gardé le suspense pour ce filtre passe-bande. Pourquoi j'ai mis un filtre passe-bande ici ? Parce que Multimon, on va voir que ce qu'il va faire, il va détecter les messages que vous avez vus auparavant par un passage à zéro. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vais sortir de mon décodeur ici, ça va être des états 0 et 1. Donc je m'attends à recevoir des chaînes avec des états qui vont changer comme ça. Alors, je vais appeler ça une tension, abusivement, en fonction du temps t. Et ce que va faire Multimon, c'est qu'il va essayer de mettre un seuil qu'il a mis à 0. Et quand il voit une transition de bas vers haut, il va dire que il a un 0 et un 1. Et quand il voit une transition de haut vers bas, il va dire que c'est de 1 vers 0. Et le problème, c'est que si je n'ai pas de passage à 0, Multimon ne va pas réussir à voir les passages de 1 à 0. Alors pourquoi il se pourrait que cette chaîne de traitement ne soit pas centrée sur 0, mais sur autre chose ? Eh bien parce que la PLL se comporte comme un convertisseur fréquence-tension. Mais rappelez-vous, l'oscillateur local qui est ici, il est décalé par rapport à l'oscillateur local de l'émetteur. Si j'ai un décalage de fréquence, tout décalage de fréquence par rapport à la valeur nominale ici, va se traduire par un décalage de tension ici. Et si j'ai un décalage de tension sur la sortie, il se peut très bien qu'au lieu que le 0 soit là, il se trouve ici. Et du coup, Multimon ne va pas réussir à décoder le message parce que le signal va par exemple être entre 1 volt et 2 volts, alors que Multimon a un seuil à 0 volt et il ne verra jamais la transition. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai rajouté un filtre passe-bande. Ce filtre passe-bande n'a ni gain ni décimation. Il se contente simplement, alors je fais un filtre passe-bas parce qu'on sait que POCSAG c'est au maximum 2400 bits par seconde, donc ça ne sert à rien d'avoir un flux de données phénoménal, on peut couper pour essayer d'éliminer un peu de bruit, mais surtout j'ai un filtre coupe-haut, coupe-bas, c'est-à-dire je vais éliminer la composante DC, et comme les messages, je sais que typiquement ils font quelques centaines de bits tout au plus, je vais faire une fréquence de coupure à 50 Hz. Il ne faut pas que je coupe trop bas, sinon je vais déformer les bits, et au lieu d'avoir des créneaux, je vais avoir des transitions raides au changement d'état, mais il faut quand même que je coupe suffisamment pour enlever la composante DC quand on commence à émettre. Donc voilà la chaîne. Source GNU Radio, décimation, transposition fréquence-tension par la boucle à verrouillage de phase qui est le décodeur FM, filtre passe-bande, transposition de flottant vers short, vers entier, et j'envoie ça dans mon pipe TMP1. Alors, ce que vous voyez, vous aviez vu auparavant que quand je lançais la chaîne, elle s'exécutait directement, et là, il faut absolument que les deux interlocuteurs soient connectés. Donc là, j'ai déjà un élément qui est connecté, et on est vraiment bien tombé. À peine on a commencé, on a vu qu'il y avait une émission dans la bande qui nous intéressait. Donc si je fais un maxfold, là, encore une fois, j'insiste, je vous montre des données en live, en temps réel, je n'ai pas préparé, je n'ai pas synthétisé des signaux. Donc là, vous voyez à chaque fois un émetteur POCSAG qui se met à émettre, et moi je suis autour de 0 Hz ici, donc je vais attendre qu'il y ait quelqu'un qui émette sur ce canal-là, puisque les différents canaux sont occupés. Voilà, et vous voyez ici les messages, et quand le message est décodé, comme il a été envoyé à POCSAG, Multimon NG a détecté que, voilà, encore une fois, Multimon NG détecte que ce sont des transactions
en POXAG 1200 bits par seconde, parce que c'est le décodeur que j'ai activé ici en disant je vais éliminer tous les décodeurs sauf les différents POXAG. Alors, en fait, ça, pour avoir des messages intéressants, voilà, encore une fois, la majorité des messages, c'est de garantir que le réseau est actif, c'est-à-dire ce sont des messages de maintenance qui n'ont que très peu d'intérêt. Nos chances de recevoir un message utile pendant que nous discutons là sont quand même relativement faibles, mais on voit tous les messages de maintenance qui sont exécutés pour garantir que le réseau se maintient. Donc voilà, je voulais vous montrer qu'on est capable de faire le lien entre, donc si je voulais juste vous montrer, si je tue Multimode-NG et que je lance ici GNU Radio Companion, étant donné que le puits de données c'est un pseudo-fichier, un pipe, eh bien, tant que le pipe n'est pas connecté, GNU Radio n'a pas le droit de continuer à s'exécuter. GNU Radio va attendre que le second interlocuteur se connecte pour pouvoir lancer sa chaîne de traitement. Donc là, il ne se passe rien. On attend qu'on se connecte. Et si je connecte Multimode-NG, qui est ici, maintenant, on voit que GNU Radio a le droit de continuer à s'exécuter et à lancer sa chaîne de traitement. Donc, dans un pipe nommé, c'est ça ce que s'appelle MKFIFO, c'est un pipe nommé, on a activation des deux programmes de part et d'autre que quand les deux sont exécutés, c'est-à-dire que quand les deux extrémités du tuyau sont effectivement connectées. Et donc, pendant les 2 minutes qui me restent, je regarde encore ce message, non, c'est toujours de la maintenance, voilà, donc je vais arrêter ça. Je vous ai dit, la page Wikipédia nous a dit qu'il y a plusieurs canaux possibles, et on a bien vu qu'on a largement la bande passante pour écouter tous les canaux, puisqu'on a 1,4 MHz de bande passante, alors que chaque canal, enfin l'excursion totale de POXAG, c'est quelques centaines de kilohertz. Donc en fait, on a bien vu qu'on a tout le contenu informatif qui sont dans les spectres qu'on affiche, mais on n'a pas tout décodé, puisqu'on n'a mis qu'un seul décodeur. Et donc pour conclure, le truc génial de la radio logicielle, c'est que quand je veux faire un décodeur 4 canaux, j'ai juste à faire du copier-coller. Alors je l'ai fait avant pour gagner du temps, mais voilà les différentes fréquences de POXAG, 466,025 jusqu'à 466,2 MHz. Et vous vous rappelez, le premier cours, on avait décodé 2 stations FM simultanément. Et bien là, je vais décoder une station POXAG, 2, 3, 4 stations POXAG. Et pour ce faire, je vais envoyer ça dans 4 Multimode-NG. Alors, en fait, je ne vais pas le faire en pratique ici parce que le problème, c'est que mon ordinateur, c'est un cœur quad-core de processeur. Et je vois là, dans l'interface Zoom, que j'utilise déjà 20% de mon processeur pour pouvoir envoyer la vidéo de cours. Et j'ai peur que si j'exécute cette chaîne de traitement, étant donné que GNU Radio va lancer autant de threads qu'il y a de chaînes de traitement, je vais lancer 4 multimodes, je vais lancer 4 chaînes de traitement, et j'ai 4 cœurs de calcul, et j'ai peur que ça coupe la liaison. Mais je voulais vous montrer comment vous alliez faire pour décoder simultanément toutes les émissions POXAG en même temps. Vous avez autour de la fréquence initiale le premier canal qui lui est juste un filtre passe-bas, détecteur FM, filtre passe-bande tel qu'on vient de le faire à l'instant, et la conversion flow-to-short qu'on envoie vers le premier pipe nommé. Et ensuite, vous allez faire un Frequency Translating Fear, c'est-à-dire qu'on va décaler de 25 kHz pour ramener le signal qui était à 466,025 vers 466,050, ou ici de 0,50 vers 0,75. Donc je fais la transposition de fréquence par le Frequency Translating Fear, et même histoire, une fois que j'ai transposé le spectre, détecteur FM, filtre passe-bande, passage en short, et j'envoie ça sur un deuxième pipe nommé, sur un deuxième FIFO, qui va cette fois-ci alimenter un deuxième multimode. Et puis, etc. 125 kHz d'offset de fréquence, 100 kHz d'offset de fréquence, et vous aurez autant de copies de multimodes qui s'exécutent qu'il y a de chaînes de traitement. De façon générale, mon expérience, c'est que pour un ordinateur avec N cœurs
de traitement, il est dangereux d'avoir plus que n chaînes de traitement parce que votre ordinateur va devoir partager ses cœurs de processeur entre les différentes chaînes et si vous êtes un peu gourmand en ressources, vous allez perdre des données. Donc je vous encourage à essayer ça si vous avez l'opportunité d'avoir accès à ce type de signaux. Je ne vais pas vous le montrer pour ne pas risquer de perdre la communication. Si vous regardez sur mon site web, il y aura une vidéo qui montre un petit peu comment ça se comporte, mais c'est exactement comme ce qu'on vient de voir avec POXAC sur une seule chaîne, mais je l'ai multiplié par 4 pour avoir tous les canaux. Voilà, cela conclut mon exposé. Donc j'ai voulu vous montrer comment on pouvait essayer de tirer le meilleur parti de différents logiciels de traitement du signal. Ce cours s'intitulait depuis le début GNU Radio, mais j'ai voulu vous montrer qu'on pouvait vraiment faire une interaction étroite entre GNU Radio, Python, Octave, les autres langages qui supportent 0MQ, avec un serveur TCP/IP. Donc vous avez vraiment une très grande liberté d'interaction. J'ai essayé de vous montrer, d'illustrer ce concept dans le sujet qui m'intéresse le plus, qui est le radar, mais tout ce que je viens de vous montrer est directement applicable à des problèmes différents. Mon collègue Hervé Beuglen est en train de regarder des taux d'erreur de communication et il peut modifier sa chaîne de traitement, le comportement de sa chaîne de traitement grâce à un logiciel extérieur parce que le calcul du bit error rate n'est pas modifiable depuis GNU Radio lui-même. Et j'ai voulu vous montrer qu'avec très peu de matériel, avec une Pluto SDR, avec une B210, avec une Raspberry Pi, on est capable de faire un petit radar qui est capable d'avoir une portée de 150-200 mètres, qui m'a permis de mesurer la distance à la maison en face de chez moi d'une cinquantaine de mètres. Et pour ce faire, on a dû apprendre à utiliser la méthode de frequency stacking, donc en fait d'accumulation des spectres, qui nous a permis d'étendre la bande passante par balayage successif de fréquences au-delà de la bande du débit que peut supporter chaque interface de communication. Et finalement, on a vu que cela se mariait naturellement avec l'expression de la transformée de Fourier dans la corrélation, qui est la transformée de Fourier inverse du produit des corrélations, une des deux transformées de Fourier qui est la somme des diverses mesures qui sont faites les unes après les autres. Voilà, ça c'est le sujet que j'ai exposé. Si vous avez envie d'essayer, les petits récepteurs de télévision numérique terrestre n'ont qu'une seule voie d'entrée. Mais un des sujets qui m'avait intéressé, c'était de cadencer ces deux récepteurs de radiologiciels par un même oscillateur. Et du coup, vous faites un récepteur à deux voies. Et une de ces deux voies peut servir de référence, une de ces deux voies peut servir de mesure. Dans cette présentation à la Software Defined Radio Academy, cet auteur en 2017 a montré comment il fait la direction d'arrivée de signaux. Moi, j'ai fait un radar avec ce système-là. Il y a quelques petites astuces par rapport à la synchronisation, mais c'est faisable, donc ça fait un montage à coût extrêmement réduit pour faire du radar. Et si vous désirez persévérer dans ce domaine, j'ai mis sur GitHub l'ensemble des outils que j'ai présentés pour la présentation, pour mettre en pratique ce radar actif. Voilà. Cela conclut ce dernier cours, ce cours que je voulais faire avec vous concernant les outils externes d'interfaçage de GNU Radio avec des outils. Et je vous remercie pour votre attention et je suis ouvert à toute question qui pourrait se poser. Alors, la section radar, c'est un concept qui n'est pas intuitif du tout, pour le dire simplement. En fait, quand vous faites un bilan de liaison, on dit que la puissance reçue divisée par la puissance émise, c'est quelque chose qui est égal au gain d'antenne émettrice-réceptrice. Donc ça, c'est les gains d'antenne. On sait qu'on va avoir un terme en 1 sur 4 pi cube, la distance puissance 4. Et en fait, tout ça, on va essayer d'une part de le normaliser par la longueur d'onde, lambda carré, et puis cette surface que va réfléchir l'énergie. Donc en fait, cette section radar, c'est ce terme de surface équivalente. Alors si vous voulez, c'est simplement déjà en termes d'homogénéité, j'ai des longueurs d'onde, donc ça ce sont des mètres au carré. Là, j'ai une distance qui décroît comme la puissance quatrième, donc j'ai des mètres puissance 4.
Donc pour que tout ça soit sans unité, je suis obligé que cet objet soit quelque chose des mètres au carré. Donc c'est pour ça qu'on apparente ça à une surface. Et cette surface, ça sera la surface équivalente d'une sphère qui réfléchirait l'énergie que j'observe en puissance reçue par rapport à la puissance émise qui a été rayonnée. Et donc cette section radar, c'est quelque chose qui va déterminer la quantité d'énergie que va détecter mon récepteur en fonction de la cible, de la façon dont la cible est illuminée. Alors, c'est quelque chose de très compliqué parce que pour une sphère, c'est facile. Une sphère, quelle que soit la direction d'où je la regarde, elle a la même forme. Mais dans la réalité, si vous observez un avion, si vous observez une cheminée, c'est quelque chose qui va être dépendant de l'azimut, qui va être dépendant de l'élévation, et qui est bien entendu dépendant de la fréquence. Et donc en fait cette section radar, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à prédire. Il y a des livres entiers, il y a des thèses entières sur comment prédire une section radar. Dans la pratique, dans l'exemple que je donnais ici, on démontre que la section radar d'une plaque carrée, c'est un sinus cardinal. Et là, j'ai tracé la fonction théorique d'une section radar d'une plaque rectangulaire de dimension finie, puisque la section radar d'une plaque rectangulaire de dimension infinie, ça va être uniquement un Dirac en zéro, c'est-à-dire que soit la plaque vise directement vers nous et toute l'énergie revient vers nous, soit il y a le moindre angle entre la plaque qu'on illumine et la direction d'arrivée des signaux, et dans ce mur infini, la signal radar sera dévié dans une direction autre que la source de l'émission-réception. Donc voilà, la section radar, c'est en pratique ce terme qu'on vient introduire dans le bilan de liaison, dans lequel on fait le lien entre la puissance reçue et la puissance émise, dépendant de la géométrie de la cible, et c'est ça qu'on exprime sous forme de mètre carré d'une surface équivalente par homogénéité dans l'équation.